Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le gouverneur de la région de Thiès a lancé officiellement les consultations sur la révision de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique avec toutes les catégories d'acteurs concernés. Il a insisté sur les difficultés liées à l'application des lois. La déléguée générale à la DER FJ Aïda Mbouch a annoncé que sa structure prévoit pour 2025 à financer 15 000 micro-entreprises pour un budget prévisionnel de 13,3 milliards de francs CFA. Et puis l'association La Voix des enfants vulnérables qui œuvre pour le bien-être des enfants a organisé une journée sociale dont l'objectif est d'apporter le soutien et les opportunités qu'ils méritent. La page sportive viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le gouverneur de la région de Thiès a lancé officiellement les consultations sur la révision de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique avec toutes les catégories d'acteurs concernés. Sayer Ndao a insisté sur les difficultés liées à l'application des lois de quelque type qu'elles soient. Il considère que c'est dans les comportements, les attitudes et les aptitudes entre les acteurs qui doivent partager cette loi qu'il y a des difficultés. Le gouverneur Sayer Ndao, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Ousmane Diallo. L'objectif, c'était de revoir un peu et de revisiter la loi agro-sylvo-pastorale. En fait, c'est une loi qui a été votée depuis 2004. Et il était prescrit que 20 ans après l'exercice, on devrait revoir la loi. Et exactement, nous sommes dans les 20 ans. Mais comme je l'ai dit, ce n'était même pas prescrit. Il nous fallait faire une évaluation à mi-parcours de cette loi. Parce que cette loi porte ce qu'on appelle l'économie rurale. Le Sénégal tire beaucoup de ses richesses au niveau de l'économie rurale, avec le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et donc nous voulons, à partir des praticiens et des acteurs de terrain, revoir un peu cette loi, discuter avec eux, voir les contraintes majeures, mais aussi récupérer et pouvoir capitaliser les acquis pour refaire la loi, mais c'est juste une révision qui nous permettra d'être beaucoup plus en adéquation avec les réalités du milieu. Parce que aussi, l'économie rurale a beaucoup évolué. On a actuellement, aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle les coopératives agricoles, qui constituent quand même un lieu de prédilection de l'industrie agricole. C'était ça donc l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Et nous avons convié tout le monde, tous les acteurs pour discuter de cela. Bon, l'objet de cette rencontre, c'est effectivement une approche participative, une approche qui est inclusive, qui intègre tous les acteurs. Et c'est ça notre objectif. Mais comme je l'ai dit, on a beau faire des lois, les lois sont très bien faites. Mais dans l'exécution des lois, c'est en fait là où il y a des difficultés. Et nous avons vu que dans les comportements, dans les attitudes et les aptitudes entre les acteurs qui doivent partager cette loi, il y a des difficultés. La seule difficulté parmi d'autres, c'est les conflits agriculteurs-éleveurs que j'ai un peu évoqués. Et ça renvoie à nos valeurs. Parce qu'on subit actuellement beaucoup de pertes de valeurs. On n'a plus de repères. On se pose la question de savoir est-ce qu'on est actuellement des citoyens. Et ça nous fait très mal parce qu'on voit ce qui se passe. Il nous faut agir par les actes, il nous faut agir par la parole. Mais il nous faut agir aussi d'une autre manière, c'est-à-dire agir sur les consciences pour essayer de renverser la situation. Agir sur les consciences pour essayer de changer les comportements pour une meilleure adaptation de nos lois par rapport aux réalités du milieu. À présent, c'était le gouverneur Sayer Ndao, le président du comité du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR. Ndiakhat Fall a insisté sur l'importance de ces consultations qui permettent de revisiter la loi d'orientation.
Il soutient que l'agriculture au sens large, incluant l'élevage, la pêche et la foresterie, sera le cœur de la vision au Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques. Niakhat Fall, le président, est toujours au micro de Ousmane Diallo. Pour nous paysans, cette journée revêt en tout cas un caractère extrêmement important parce que ça nous permet de revisiter la loi d'orientation, les acquis qu'on a eus et les faiblesses qu'on a pu déceler et voir quelles sont les perspectives à mettre en place pour nous permettre en tout cas participer activement au processus de développement économique et social du Sénégal et particulièrement pour l'atteinte de la vision Sénégal 2050. Parce que nous, on pense que en tout cas Sénégal 2050, le cœur de Sénégal 2050, ce sera en tout cas l'agriculture avec le grand A, agriculture, élevage, pêche et foresterie. Et pour y arriver, il faut que les paysans puissent participer, puissent piller, mais surtout prendre conscience de leurs responsabilités face à cette situation. Les défis majeurs? Oui, les défis majeurs, c'est d'abord la reconnaissance du paysan et des métiers liés à l'agriculture. Il faut que cette loi puisse en tout cas reconnaître ces métiers et c'est ça qui va permettre, faciliter la mise en œuvre de la loi. L'autre élément, c'est le financement. On sait que aussi pour développer l'agriculture, on a besoin de financement. On a besoin de financement pour des infrastructures, mais aussi des financements, fonds de roulement qui permettent aux paysans mais des financements qui sont adaptés aux conditions des paysans. Je le disais tantôt, aujourd'hui le gouvernement a fait des efforts en prenant sur les 12,5 les 5 points et le paysan paye sur le crédit 7,5 et nous voulons que cette tendance soit renversée. Maintenant, le gouvernement prend les 7,5 et nous paysans, on prend les 5 points. Cela va rendre compétitifs les produits, en tout cas notre production agricole. La sécurisation foncière, je le disais tantôt, c'est extrêmement important parce que c'est là où on ne peut pas atteindre la souveraineté alimentaire sans la sécurité alimentaire, la sécurité foncière. Et cette sécurité foncière, c'est d'abord la responsabilité des collectivités territoriales, des paysans, mais aussi de l'État pour que les paysans puissent être sécurisés dans leur foncier. Et en ce faisant, le paysan aura aussi la possibilité, ou bien en tout cas l'engagement de valoriser les terres qui sont dégradées, les terres où il n'y a pas d'art, il y aura la mise en valeur donc, de ces terres. Donc pour nous aussi, c'est essentiel, cette sécurisation foncière pour les paysans. Pour nous, paysans, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la déléguée générale à la DER/FJ, Aïda Mbodj, a annoncé que sa structure prévoit pour 2025 à financer 15 000 micro-entreprises pour un budget prévisionnel de 11,3 milliards de francs CFA. Aïda Mbodj a également décliné ses ambitions pour répondre aux attentes des pouvoirs publics. Elle s'exprimait lors de la cérémonie de remise de financement suite à l'appel à projet sur l'autonomisation. Aïda Mbodj, que je vous propose de suivre. En regardant vers l'avenir, je tiens à affirmer que l'année 2025 sera une année riche en opportunités. Au niveau de nos guichets d'abord, nous allons essayer de faire des efforts, mais je voudrais solennellement annoncer aussi le lancement, la mise en œuvre de la deuxième phase du PAVI. Et comme je le disais au chef du projet tout à l'heure, je pense qu'il sera sensible à cette autonomisation des femmes pour effectivement augmenter l'enveloppe qui concerne l'autonomisation. En effet, sur le guichet autonomisation, nous avons prévu un financement de plus de 11 milliards pour accompagner encore des porteurs de projets. Par ailleurs, nous ouvrons également la voie à des financements plus conséquents pour les TPME, notamment via notre guichet spécifique qui permettra d'attribuer des financements supérieurs à 2 millions. Ces nouvelles opportunités de financement viendront renforcer le tissu économique national et offriront une nouvelle chance à toutes les femmes et jeunes porteurs de projets. En regardant vers l'avenir. Et puis, l'association La Voix des enfants vulnérables qui œuvre pour le bien-être des enfants vulnérables a organisé une journée sociale dont l'objectif est d'apporter le soutien et les opportunités qu'ils méritent. Ainsi, à l'occasion de cette journée, Baytir Samb, président des acteurs communautaires du Sénégal,
qui œuvre en faveur des enfants handicapés, est revenu sur les problèmes que traversent ces couches et l'accompagnement inclusif dont elles ont besoin. Il est au micro de Mame Biram Cissé-Gaye. Oui, en fait, l'initiative, c'est venu de notre vécu en tant qu'une personne vivant avec un handicap. Depuis notre enfance, il y a eu beaucoup de problématiques, de vécu et de défis. Et j'ai dit, aujourd'hui, si je suis adjoint, je suis au niveau national jusqu'à encadrer 50 000 acteurs communautaires, je me suis forgé pour pouvoir être à ce niveau. Mais si on parle de ces défis, il y a beaucoup d'énormes défis. Aujourd'hui, si on fait l'analyse situationnelle, il n'y a pas de données sur la prise en charge des besoins spécifiques des enfants handicapés. Donc l'initiative aujourd'hui, on a dit, c'est mis ce concept en disant bonne année. Bonne année, c'est dire salam alaikum, soyez en mois de janvier, on est en mois de janvier 2025. On va vous donner, au lieu de donner des gadgets, comme les gens le font avec des petites voitures, des cadeaux, j'ai dit non, on va vous apporter un soutien qui va vous permettre d'avoir une autonomie selon votre besoin spécifique. Soit c'est béquille, mais couplé d'une voiture ou quelque chose qui va aider. Donc c'est un peu ce concept quand on dit bonne année, mais donner des appuis d'aide technique, c'est des béquilles, c'est des cannes, c'est des crèmes solaires, c'est des lunettes, c'est des chaises roulantes pour aider l'handicapé, mais couplé avec d'autres gadgets que l'enfant pourrait être bien. Et bien-être, bonne année, c'est ça la première étape, et bonne santé. Bonne santé, c'est le bien-être de la maman qui doit encadrer l'enfant. Si la maman n'est pas en bonne santé, la nutrition, l'alimentation, la pauvreté et tous ces éléments, donc c'est un peu ces défis. C'est pour cela qu'on a couplé ce concept bonne année et bonne santé. Le directeur régional de l'action sociale à Thiès, Alioune Fall, a pris part à cette cérémonie. Il a mis l'accent sur la communication par rapport à cette politique d'inclusion. Nous l'écoutons, il est toujours au micro de Mame Biram Cissé-Gaye Madiop Mbaou. Je pense que nous, État, en tant que ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le biais de la Direction régionale de l'Action sociale, nous tentons vraiment d'accompagner ces couches, ces catégories sociales vraiment vulnérables. Et nous les accompagnons tous les jours. Et dans nos cibles, il y a des personnes handicapées, les non-voyants, malentendants, les albinos, les sourds-muets, vraiment toutes les catégories sociales qui sont vraiment démunies, les indigents et groupes vulnérables. Et nous faisons tout pour les accompagner dans une meilleure prise en charge. Et ce que nous faisons tous les jours, c'est vrai que les moyens ne seront jamais suffisants, mais nous tentons de notre mieux pour vraiment les venir en aide à chaque fois que le besoin se fait sentir. Mais je pense que je le dis toujours que la gestion du handicap, c'est une gestion multisectorielle. Je pense que nous ne pouvons pas seulement faire le travail. Nous sommes avec tous les acteurs qui sont concernés, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les autres ministères concernés et autres, vraiment pour aider ces personnes handicapées dans le domaine de l'appareillage et autres. Je pense que la direction de la promotion de la protection des personnes handicapées est en train de faire des efforts et un plan national sur le handicap est conçu déjà et soumis aux autorités pour 32 milliards et quelques. Et tout ceci, je pense que pour venir en aide à cette catégorie de population un peu défavorisée, je pense que l'État est en train de faire des efforts. C'est vrai qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais ce qui est important, c'est que l'information puisse être donnée et que les gens puissent comprendre ce qu'ils doivent faire, les populations, les familles, les accompagnants, pour savoir que, en fait, il ne faut pas qu'on verse dans l'émotionnel, le sensationnel, pour dire qu'on a rejeté mon enfant et autres, mais il faut s'informer pour avoir les bonnes destinations pour ces types d'handicap-là et les mettre à la disposition de ces spécialistes-là qui peuvent prendre ces enfants-là en charge. Je pense que nous... Puis, page de l'actualité sportive, on joue les 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Hier, mercredi, l'Union sportive du Rail au stade Maniang Soumaré a pris le dessus sur la Jeanne d'Arc de Dakar
après la série des tirs au but, temps réglementaire 0 but partout. À l'issue de la série, l'US Rail enlève les 3 points, 5 buts marqués contre 3 pour la Jeanne d'Arc. Jamono Fatick, toujours au stade Maniang Soumaré, a battu Amitié FC 1 but à 0. Le match qui devait opposer GOC au CNEPS Excellence de Thiès. Ce match n'a pas eu lieu. On retient que le CNEPS s'est déplacé sans ses cartes d'identité pour les joueurs. Niambour FC qui bat Assur 2 buts à 1. Dakar Université Club qui élimine TFC 1 but à 0. Le Stade de Mbour qui élimine HLM Dakar après la série des tirs au but. 8 contre 7, temps réglementaire, 1 but partout. Builders FC qui bat AS Bambey après la série des tirs au but, 4 contre 2, temps réglementaire, 1 but partout. La Jaraaf qui élimine Karak FC, 4 buts à 0. Agel de Rufisque qui prend le meilleur sur DSC, 2 buts à 0. Pépinière Sud qui élimine FC Bignona 1 but à 0. Génération Foot qui élimine ASF Darou Salam 1 but à 0. l'AS Kaffrine qui prend le dessus sur Djambar FC 2 buts à 0. l'AS Saloum qui élimine Fierté 2 buts à 0. Et que le Casa Sport élimine Cambérène 1 but à 0. Et nous parlons du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le tirage au sort des groupes. Le Sénégal est dans le groupe D qu'il partage avec Congo, Soudan et Nigeria. Dans le groupe A, Kenya, Maroc, Angola, RD Congo et la Zambie. Dans le groupe B, la Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso et Centrafrique. Et dans le groupe C, l'Ouganda partage sa poule avec le Niger, Guinée, et les deux équipes vont suivre. Il faut rappeler que hier, le report à août 2025 du CHAN, initialement prévu du 1er au 28 février, aura finalement lieu au mois d'août 2024. Et voilà ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.